La différence entre ce qui peut être de l'ordre de la communication et ce qui peut être de l'ordre d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de pensée, c'est que dans la communication, on s'adresse directement à vous et on tient compte de vous en parlant. Une véritable œuvre d'art, une véritable œuvre de pensée vous nie carrément. Bonjour Monsieur Isaac Pour, un grand merci d'être venu, d'avoir accepté de nous rencontrer. Donc, dans le cadre de notre formation en communication, nous avons visionné le film Printemps tardif du réalisateur Yasushiro Ozu, dont vous avez écrit un livre. Donc, Forme de l'impermanence, le style de Yasushiro Ozu. Donc vous ne vous dites pas spécialiste de cinéma, mais essayiste. Peut-être que nous pourrons revenir sur ces différences. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander d'où vous est venue votre passion pour le 7e art. L'intérêt pour le cinéma est vieux, puisque j'ai commencé il y a très très longtemps à vouloir être caméraman et réalisateur de films, donc j'ai fait des études pour ça. C'est pour ça que je suis venu en Europe, en France. Donc par suite des problèmes politiques, je n'ai pas fait de cinéma. J'ai écrit sur le cinéma, mais en gardant la même relation passionnelle que j'avais au départ. D'ailleurs, le premier livre sur le cinéma que j'ai commencé, en quelque sorte, j'ai fini un petit peu mes écrits sur le cinéma avec ça, parce que ça a duré presque 37 ans et demi. Ça a été envisagé comme une sorte de relevé d'apprenti. C'est-à-dire que maintenant, avec les nouvelles technologies, il est possible de mettre complètement à plat un film et de voir comment ça a été fabriqué. Et à l'époque, donc, il fallait aller dans les salles de cinéma 3 semaines, 4 semaines, de 14h jusqu'à minuit pour apprendre un film par cœur. Donc ça a été fait comme cela, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire du cinéma, c'est une réflexion sur comment c'était fait. Donc ça a impliqué des problèmes esthétiques, des problèmes de sociologie, des problèmes de philosophie ou autres. Je me suis un petit peu formé pour cela et forcément j'ai écrit des livres sur la peinture, la philosophie, la littérature, etc. Donc ça fait un ensemble de livres, écrire aussi bien sur Ozu que sur un cinéaste iranien ou sur Visconti ou écrire sur un peintre catalan. Je viens de publier un livre sur ta pièce, sur un peintre catalan ou alors sur un écrivain d'origine autrichienne qui est Galetti. Donc c'est très différent. Alors à ce moment-là, quand on écrit sur autant de choses, soit on est un primitif, c'est-à-dire on écrit un peu du tout et n'importe quoi, soit alors on est véritablement essayiste. Un véritable essayiste, c'est quelqu'un qui joue le tout pour le tout, en anglais. Enfin, il n'y a pas de réserve, ça veut dire qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire, et on le fait, et après, bon, ça ne peut absolument pas dire qu'on a dit la chose définitive. Même avec un livre qui fait 2000 pages sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je ne prétends pas dire le dernier mot.
Comment je suis arrivé à écrire un livre sur Ozu? Moi j'étais fasciné par un cinéaste japonais qui s'appelle Mizoguchi, qui était quelqu'un de très qu'on avait découvert dans les années 50 en Europe, et surtout que lui-même il avait pris un peu les techniques européennes qui existent aussi dans les techniques des rouleaux japonais, c'est-à-dire que c'est des choses qui se déroulent horizontalement et longuement dans la durée. Il avait repris les techniques de plan séquence. Ça, c'est au niveau du plan séquence, vous savez, c'est quand on ne fait pas de montage, on fait des plans très longs. Donc, et en même temps, c'était la découverte. Moi, je connaissais rien de Japon, hein. J'avais rien vu les films de Mizoguchi, et à la fois en tant que cinéaste, à la fois le monde japonais m'avait fasciné, et je voulais écrire un livre sur Mizoguchi. Donc, pendant des années, j'ai accumulé des choses sur le Japon. J'ai lu un peu de littérature japonaise, regardé les rouleaux, regardé d'autres choses, avec toujours l'intention d'écrire un livre sur Mizoguchi. Mizoguchi, c'est quelqu'un qui a une position critique par rapport au monde japonais. Et donc, c'est ça qui faisait l'intérêt de Mizoguchi pour les gens de ma génération, qui étaient des gens quand même d'une autre époque historique, et qui pensaient que le monde allait changer d'une façon ou d'une autre. Et donc, après, il est arrivé ce qui m'est arrivé avec les peintres, c'est-à-dire que j'ai écrit sur les peintres chaque fois après avoir vu une exposition, une grande exposition, une exposition que j'ai pu voir 10 fois, 15 fois, 20 fois pour écrire, parce qu'il y a eu cette relation dont j'ai parlé. Donc il y a eu, à un moment donné, tout à coup, un festival des œuvres d'Ozu à Paris, pendant l'été. Donc je suis allé voir les films d'Ozu, et c'est là où j'ai succombé. Voilà, j'ai succombé, et au lieu d'écrire un livre sur Mizoguchi, tout ce que j'avais travaillé sur le Japon et tout, ça a été actualisé pour écrire un livre sur Ozu.服部さんどう思う？どうって？服部だよ。いい方じゃないの。うん。ああいうのはテイストとしてどうなんだろう。いいでしょ、きっと。いいかい？優しいし。そうか。そうだね。私好きよ、相方。おばさんがね、どうだろうって言うんだけど。何が？お前はさ、服部に。なんだい？どうしたんだい？だって、服部さん奥さんおもらいになるのよ。もうそうから決まってんのよ。とても可愛くて綺麗な方。第一で私を3年したの。そうか。いずれお父さんにもお話あるわよ。その方よく知ってんのよ、私。そうか。お祝い何あげようかと思ってんだけど。そうかい。Évidemment, il raconte des histoires Ozu dans ses films, mais des histoires très simples. L'histoire, c'est donc, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez un professeur, qui est un monsieur bien honorable, qui a une fille,
la mère étant morte, donc il vit avec sa fille, et la fille commence à être un peu âgée, c'est pour ça qu'on appelle le film Printemps tardif, et les coutumes, et aussi l'humanité, et aussi la conception même de l'existence, qui est à la base de l'univers du zoo, implique que la fille se marie. Parce que les jeunes ont droit au bonheur, ont le devoir d'être heureux. Donc, ce qu'on va voir dans le film, c'est la tentative de marier la fille. Et évidemment, la fille est extrêmement attachée à son père, comme le père est extrêmement attaché à la fille. La fille ne veut pas, alors le père va faire semblant de vouloir se marier, remarier avec une autre femme. Et donc, la fille devient extrêmement triste à cause de cela, et elle accepte donc de se marier. Si on peut résumer l'histoire, c'est un peu comme ça. Et au milieu de tout ça, il y a évidemment une tante aussi qui voudrait absolument marier la fille qui joue les marieuses. Voilà, c'est une histoire extrêmement simple, c'est-à-dire que tout est dans la manière de raconter cette histoire et la manière de le filmer. 結婚するのかい服部。ねえ、何がいい？決まってたのかいお嫁さん。ええ。Chaque plan, c'est vraiment fixe. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les films d'Ozu. Il y a très peu, il y a des travelling, c'est tout ce qui se permet de faire. Parce que, comme j'ai dit, les mouvements, ça serait une manière d'intégrer, de transformer le temps. Si vous faites un mouvement, et si vous faites un montage, si vous racontez une histoire, vous transformez le temps. C'est-à-dire que la narration, le montage narratif américain, qui est la base, si vous voulez, de la narration ordinaire du cinéma, doit vous donner l'impression d'une continuité, et que le montage doit être complètement invisible. Les changements de plan, vous ne sautez pas d'un gros plan à un plan d'ensemble parce que ça provoque un choc. Et vous ne traversez pas ce qu'on appelle la ligne de 180 degrés, ça veut dire que vous ne passez pas de l'autre côté de l'écran. Vous devez toujours rester du même côté. Pourquoi ? Parce que pour que vous ayez cette sensation d'être dans un espace-temps continu. Or, ce qui se passe avec le cinéma d'Ozu, c'est que d'abord, ça a en quelque sorte une base dans la manière d'être japonaise. C'est-à-dire qu'au contraire de l'Occident, où en parlant à quelqu'un, si vous ne le regardez pas, c'est que vous êtes mal à l'aise. Tandis que ça peut être insultant si vous regardez quelqu'un avec insistance. Donc on n'a pas besoin, en se parlant, de se regarder. Je pense que c'est la même chose en Afrique. Si vous voyez des Africains qui se rencontrent dans la rue, ils parlent sans se regarder. Donc on n'a pas besoin de se regarder. Alors, si on a inventé, si vous voulez, le chant contre chant en Occident, avec les règles de 180 degrés, etc., c'est basé sur cette relation, un dialogue est fait à travers les yeux aussi, enfin une présence quand vous parlez à quelqu'un. Donc déjà dans la vie, au Japon, on n'a pas besoin de faire ça. Deuxièmement, Ozu, dans la mesure où son problème, c'est ce problème des moments. C'est des états, ce n'est pas un film d'action, c'est un film d'état.おい、こうやってやろうか。大丈夫。
Il y a cette discontinuité qui est non pas la volonté d'aller contre quelque chose de narratif, mais d'aller contre quelque chose qui serait une mise en forme du temps qui ferait disparaître la temporalité, c'est chaque moment est un moment, etc. Donc des états sont séparés par des intervalles. Et à l'intérieur d'un moment, quand il fait, vous avez le même genre d'intervalle entre les plans. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire de la continuité. ここ海近いのかい？歩いて14、5分かな。割に遠いんだね。こっちかい、海。いや、こっちだ。八幡様こっちだね。いや、こっちだ。東京はどっちだい？東京はこっちだよ。すると東はこっちだね。いや、東はこっちだよ。昔からかい？おお、そうだよ。こりゃ頼朝公が幕府を開くわけですよ。要害剣のうちだよ。Il y a une autre chose qu'il fait, c'est que très souvent, les personnages sont au centre de l'image. Très souvent. Légèrement par rapport au centre, mais ils sont centrés dans l'image, même quand il fait des plans rapprochés. Or, au cinéma, on essaie de faire un petit peu écarter les personnages par rapport au centre, dans la mesure où il faut que le plan suivant puisse répondre au plan qui précédait. Tandis que chez Ozu, on n'a pas besoin de ça, puisqu'il est frontal. C'est très très net, même quand il fait des champs contre champs, on a l'impression de frontalité, on n'a pas l'impression d'angle. いつ行くのよ、あんた。行かないわよ。行っちゃいなさいよ、早く。嫌よ。行っちゃえ行っちゃえ。何言ってんのよ。あんたにそんなこと言う資格ないわよ。あるわよ。終わりよ。 Mais il ne fait pas ça pour qu'on soit perdu. C'est que ce n'est pas son problème. C'est que c'est pas, il n'a pas essayé de faire un cinéma différent. Il a fait un cinéma différent. C'est pas que quelqu'un qui veut déconstruire, parce que c'est quelqu'un qui est habitué à la règle de 180 degrés pour dire je fais une transgression en passant de l'autre côté, etc. On fait ça. Ou alors je place mes personnages au centre et qui regardent tous dans la même direction. Mais chez lui, ce n'est pas ça, c'est l'ensemble de son style qui exige cela. Donc il y a d'ailleurs une manière de regarder, les acteurs ont une manière de regarder, ils regardent les bords de l'objectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'ils nous regardent la caméra, ils ne regardent pas le hors-champ non plus. Par rapport, ils regardent, c'est un regard qui est juste entre les deux là aussi. C'est sur le bord de l'objectif, c'est entre le hors-champ et le fait de regarder la caméra. 何笑ってんのよ。真面目な話よ。ねえ、ちょっとあんたパン食べない？パン、あとあと。お腹が空いちゃった。空いたのいいの。じゃあ私だけ食べる。私も食べるんだ。実は。Il ne fait pas de film d'action qui vous projette, vous, à l'intérieur d'un espace-temps imaginaire qui est l'espace-temps de l'action, où vous êtes dedans, vous êtes dehors, vous êtes en position de quelqu'un qui regarde du dehors. C'est pour ça qu'il c'est le détachement de la forme vient de là aussi. C'est-à-dire que vous êtes en permanence, vous êtes dehors. C'est pour ça que vous êtes à la fois proche et dans la distance. Et vous êtes jamais vous arrivez à faire des très gros plans, parce qu'il faut s'approcher des gens et ça, on ne s'approche pas. Et il ne fait pas non plus, on n'est pas dans une distance énorme non plus. C'est toujours entre la proximité et le lointain. Et il est dans la distance, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer comme il veut. Il n'est pas au milieu. Parce que dans un film d'action, la caméra participe de l'action. Il est au milieu des acteurs, au milieu des personnages. Dans un film de Ozu, la caméra regarde. Il est à l'extérieur et c'est un regard neutre aussi. Et le regard neutre, ça veut dire que ça n'est jamais un regard subjectif d'un auteur que vous voyez. Parce que l'auteur, en quelque sorte, c'est dissous dans l'ensemble du film, dans l'ensemble de l'image. C'est un regard qui est partout, mais qui n'a pas de centre.
ただいま。おかえりなさい。お早かったのね。Donc vous avez tous ces plans qui restent vides, sans personnage. Ça est discontinu dans la mesure où ça rompt une sorte de continuité. Et une continuité d'action ou continuité de narration, et en même temps crée, si vous voulez, une sorte de vide qui permet de faire la résonance émotionnelle de ce que vous venez de voir, et une sorte de résonance qui est la qualité principale du film. C'est le lieu où le film résonne. Par exemple, il y a des cinéastes chez qui vous avez les temps morts dans le sens que vous avez le sentiment d'ennui, de décomposition. C'est pas ça chez Ozu. Vous n'avez jamais le sentiment d'ennui chez Ozu. Parce que de la même façon que chaque plan est cadré, de la même façon, il y a une manière de cadrer le temps. C'est que c'est toujours mesuré, ça ne devient jamais, ça n'est pas l'action, ça n'est pas l'ennui non plus. C'est juste le cadre pour que vous ayez le sentiment du temps qui passe. Parfois, quand on voit des films, on pense qu'il serait possible
d'avoir un équivalent littéraire ou d'avoir un équivalent théâtral. Mais il y a certains cinéastes où c'est impossible. Et Ozu, ça serait absolument impossible en dehors du cinéma. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier à l'œuvre d'Ozu. Et ceci parce que dans l'univers d'Ozu, vous avez, c'est un univers qui est beaucoup centré essentiellement sur la vie ordinaire, sur ce qu'on voit, et à une vie ordinaire sans arrière-plan, historique, métaphysique, etc. Et la possibilité du cinéma aussi, c'est en quelque sorte de reproduire le monde tel qu'on le voit, sans arrière-plan, métaphysique ou historique. Ça ne veut pas dire que tous les cinéastes font ça, parce que tous les cinéastes en général ont des arrière-mondes. Ça arrive dans le cas d'Ozu, où vous avez ces deux choses, qui est à la fois ce qu'est une image du cinéma. Qu'est-ce que c'est une image du cinéma? C'est un cadre spatial qui est en même temps un cadre de temps. Ozu, c'est un monde où il n'y a pas d'histoire, où il y a la résignation, le renoncement, l'acceptation et une manière de savourer. C'est un deuil qu'on savoure en permanence.しかし、よくのりちゃんやる気になったね。あの子ならきっといい奥さんになるよ。持つんならやっぱり男の子だね。女の子はつまらんよ。せっかく育てると嫁にやるんだから。行かなきゃ行かないで心配だし、いざ行くとなると、やっぱりなんだかつまらないよ。それはしようがないさ。我々だって育ったのをもらったんだから。それはまあそうだ。Rien n'est fixe, rien n'est éternel, rien n'est stable. Et constamment, tout est en train de... C'est une espèce de flot continu. Et si vous voulez, c'est différent d'une conception. Je peux prendre, opposer quelqu'un comme Sartre en Europe. C'est pour lui, l'homme est le projet. Ça vous projetez en permanence en avenir. C'est une conception activiste, pas du tout la contemplation de ce qui passe. Et c'est donc ça la notion d'impermanence? La notion d'impermanence, oui, c'est le fait que rien n'est substantiel, rien n'est fixe, rien n'est éternel, rien n'est stable. Et constamment, tout est en train de... C'est une espèce de flot continu et c'est ça l'impermanence.
c'est un monde entièrement ritualisé, mais un ritualisé sans religiosité. Il n'y a pas de, on va pas. C'est tout simplement un rituel qui devient quasiment un rituel esthétique, de pure forme. Dans tout ce qu'ils font. C'est un cérémoniel et toute la vie, même, j'ai cité des textes où on dit quand même, si vous voulez, le fait, ce formalisme esthétique qui a déterminé jusqu'à la couleur des tissus, les formes de maison, la forme de coiffure, le gestuel, tout le cérémoniel et tout ce qui est autour, tout ce qui a produit, si vous voulez, la cérémonie du thé chez les Japonais. Donc, tout cela, c'est déjà une vie ritualisée. Vous avez à la fois une vie ritualisée qui est une vie ritualisée qui est elle-même à la fois vivre les choses et en les ritualisant, on est dans un détachement formel par rapport aux choses en permanence. Et donc, vous avez cette rencontre, enfin, qui n'est pas une rencontre, puisque Ozu est le résultat de ça. Vous avez ça, vous avez aussi la possibilité qui est du cinéma, et c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est la possibilité de cadrer. Alors, dès que vous avez un cadre, même vous avez une fenêtre ou n'importe quoi, maintenant vous avez l'habitude, tout le monde fait des photos, dès que vous cadrez quelque chose, la chose commence à exister à un autre niveau. Dès que vous la transformez en image, le fait que la chose perd sa substance et ça devient une image, ça devient quelque chose qui est à la fois qui est atteint du non-être. Non-être, mais qui lui donne une sorte d'être à un autre niveau. C'est un mélange de non-être et un être qui n'a pas de substance. Enfin, c'est quelque chose. Et c'est cela qui permet à Ozu d'arriver à cette forme qu'il a dans ses films, qui fait que ça n'est jamais entièrement pesant.早いもんだね。来たと思うともう帰るんだね。ええ。でもとても楽しかった。京都。来てよかったよ。まあ贅沢言えばキリがないが、奈良へも一日行きたかったね。ええ。これ。そんなことなら今までにもっとお前と方々言っとくんだったよ。これでもお父さんとはおしまいだね。En fait, moi, je voulais juste revenir sur votre métaphore en fait de l'impermanence. Vous avez donné l'image du fleuve qui coule. Oui. Et pour moi, justement, c'est pas justement le fleuve qui coule, enfin, en tout cas dans Printemps tardif, c'est plutôt l'image de la vague. Parce que moi, je trouve que il y a des scènes qui sont en écho les unes avec les autres. Qui se répondent. Et finalement aussi, on comprend des éléments du film avec d'autres scènes, par exemple pour les cornichons, ou par exemple la scène où Noriko allait au café avec l'ami de son père. Finalement, on retrouve un peu la même scène à la fin, Oui. où le père est avec l'ami de Noriko, en fait. Bon, d'abord, pour qu'il y ait un rythme, il faut répétition et différence. Vous n'avez pas de rythme, vous n'avez pas de forme, si vous n'avez pas à la fois la répétition, et si c'est simplement la répétition, c'est mécanique, donc il faut la différence. Donc, chez Ozu, la différence est la marque de passage du temps. Donc ça, c'est la particularité. Mais alors, donner une forme à l'impermanence, c'est le transformer en style. Donner une forme, c'est l'organiser, cette impermanence, et le sublimer. C'est pour ça que, alors, moi aussi, j'ai parlé de l'image de la vague. Voilà. Du rythme d'Ozu, on ne peut dire qu'il s'agit d'un sablier qui se dévide, bien qu'il y ait quelque chose de la transparence du cristal et de la finesse, de la fluidité du sable. Ce serait une image trop mécanique, un écoulement égal, ne pouvant créer véritablement de rythme. Il faudrait plutôt évoquer la patience infinie de la mer, partant de légers vents et des vagues qui se succèdent indéfiniment, avec la même constance, sinon la même hauteur et la même vitesse. Non décomposables en ces éléments, ce rythme leur est inhérent et les requiert tous.
Aussi bien les gestes, les démarches, les intonations, les vêtements, les décors, les paysages, les lumières, les couleurs, que la grosseur des plans, la durée, la succession et tout ce qui a réalité plastique et temporelle pour exister. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Ben, c'est Ozu qui a tout dit. Surtout. Voilà. Puisqu'on est dans les citations, enfin, moi, il y en a une que je trouve très jolie. Donc, c'est quand vous dites l'état, l'affect, la résonance retenue ne pouvant être agie, il faudrait les entendre comme de la musique de chambre, l'œil écoute, vraiment chez Ozu. Et il en est déjà ainsi dans certains films muets où cette résonance se métamorphose en étincelement le milieu des images. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est vraiment le mélange des sens, l'œil qui écoute, l'oreille qui voit. Enfin, on dirait une espèce de synesthésie de la vie. Bon, pour être honnête, l'œil écoute, c'est entre guillemets, c'est un titre d'un texte de Paul Claudel sur la peinture hollandaise. Et donc j'évoque plus tard la peinture hollandaise. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Donc l'œil écoute. Et par rapport au cinéma muet, si vous avez écouté la bande sonore de Printemps tardif, il y a constamment de la musique. Et c'est comme c'était dans le cinéma muet qu'on utilisait autant de musique. Même quand il parle, il y a la musique. Et même la façon de faire des images, et même les intervalles, c'est vraiment un côté très archaïque du cinéma muet qui continue dans le cinéma d'Ozu.いや、マジ様。聞かしとくれよ、感想を。何お父様、汚らしいの。フェスなんだよ。ねえ、のりちゃん。Tout au long du film, on apprend quelque chose, et à la fin, c'est comme si c'était un message de bonheur. Moi, je vois pas ça comme un deuil. Parce qu'on voit Noriko, qui elle ne veut pas se marier, et le père, lui, par amour, il se sacrifie. Enfin, c'est surtout dans la culture asiatique qu'on voit ça. Mais comment dire, à la fin, on voit le père aussi avec le morceau de pomme, il est tout seul. Et ce qu'il a voulu enseigner à Noriko aussi, c'est qu'elle doit être heureuse. Et en fait, c'est ce qu'on doit enseigner en fait aux hommes. Ce qu'on veut, c'est être heureux. Et dans ce film, il y a aussi un message qui passe comme quoi la vie, elle est comme ça, mais on se doit d'être heureux. Nous sommes dans une société où c'est le plaisir qui a un devoir. Là, dans le discours qu'il fait à sa fille, à l'hôtel à Kyoto, c'est un discours où il lui dit qu'elle doit être heureuse. C'est-à-dire le bonheur est un devoir. Donc le bonheur est un devoir pour les jeunes, parce que le temps passe. Et après, on est dans le deuil. C'est-à-dire il y a les deux aspects. C'est que il y a un devoir d'être heureux, mais ça ne veut pas dire que le père est heureux. Le père a fait son devoir, mais le devoir, comme vous avez dit, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer par la mort. お父さんはもう56だ。お父さんの人生はもう終わりに近いんだよ。だけどお前たちはこれからだ。これからようやく新しい人生が始まるんだよ。つまり佐竹君と2人で作り上げていくんだよ。お父さんには関係のないことなんだよ。それが人間生活の歴史の順序というものなんだよ。それは結婚したって初めから幸せじゃないかもしれないさ。結婚していきなり幸せになれると思う考え方がむしろ間違ってるんだよ。幸せは待ってるもんじゃなくて、やっぱり自分たちで作り出すものなんだよ。結婚することが幸せなんじゃない。新しい夫婦が新しい一つの人生を作り上げていくことに幸せがあるんだよ。1年かかるか、2年かかるか、5年先か、10年先か、勤めて初めて幸せが生まれるんだよ。それでこそ初めて本当の夫婦になれるんだよ。On aurait la même histoire
La même histoire, d'ailleurs ça n'existe plus maintenant, il faut aller dans les fins fonds de province de trouver une fille qui veut se sacrifier comme ça pour son papa. Ça n'existe plus parce que ça de toute façon c'est... mais même si on avait ça, s'il n'y avait pas toute l'architecture de la maison, les gestes, le temps et tout le reste autour, on ne le supporterait pas une seconde. Si c'était dans un appartement petit bourgeois de province, ici, personne ne le supporterait, ça deviendrait en plus psychologique, avec des mélanges de psychanalyse dedans, et ci et ça, ça sera insupportable. C'est fait parce qu'il y a tout cet univers qui est formalisé déjà, et qui est lui-même sublimé par cette conscience formelle et stylistique d'Ouzou, qui est effectivement, le bonheur est un devoir, mais devoir suppose sacrifice, et sacrifice est triste. お嬢さん、ご無事にお立ちなさいましたですか。ああ、おかげさまで。大ですか。本当におめでとうございましたですよ。どうもいろいろありがとう。いいえ。では、おやすみなさいませ。生さんによろしくね。じゃあ、おやすみなさいませ。おやすみ。